Le premier exposé portait sur la macroévolution, c'est-à-dire l'évolution à l'échelle des temps géologiques. Moi, je vais vous parler de microévolution. Et il s'agit des changements génétiques qui ont lieu sur une échelle de temps de quelques générations. Ces changements génétiques évolutifs très rapides, on peut les observer en temps réel, on peut les mesurer et on peut même tenter de les prédire en réponse, par exemple, à des changements environnementaux rapides. Alors, je vais commencer par une introduction sur l'histoire de l'étude de la microévolution par sélection naturelle. Et un point que je voudrais faire aujourd'hui, ce matin, c'est que, cet après-midi, pardon, c'est que l'idée que les organismes évoluent au fil des générations sous l'action de la sélection naturelle, elle est née dans l'esprit d'un naturaliste, Charles Darwin, suite à ses observations sur la biodiversité. Par exemple, la diversité de la forme de bec de 14 espèces de pinsons qu'il a observées durant ses nombreux voyages, et notamment les voyages aux Galapagos. Et depuis l'émergence, alors en 1859, Charles Darwin définit donc la sélection naturelle et il dit, je vais appeler la sélection naturelle le principe par lequel toute petite variation, si elle est utile, va être préservée. Donc sous-entendu, transmis aux générations suivantes. Donc, suite à l'émergence de cette théorie de l'évolution qu'on pourrait dire qualitative, des approches plus quantitatives ont fleuri par la suite, notamment dans les années 1920 et 1930 avec la modélisation mathématique et les travaux séminaux de Fisher, Haldane et Wright. Ici, j'ai mis juste en exemple l'équation qui prédit la fréquence allélique, c'est-à-dire la fréquence des modalités des gènes pour un caractère donné, suite à un événement de sélection entre la génération N et la génération N plus 1 dans une population. Et puis, quelques 30 ans plus tard, l'évolution expérimentale en laboratoire a permis de tester ces théories qui avaient été développées en génétique des populations, en écologie génétique, sur des organismes modèles comme la drosophile. Alors, au sein de ces développements de corpus théoriques et expérimentaux, c'est finalement la domestication qui nous donne par la suite les exemples les plus probants d'évolution rapide si on se place en dehors du laboratoire. Avec par exemple l'étude de l'évolution du maïs sauvage vers le maïs domestique, la domestication des animaux domestiques, par exemple ici le chien qui a été domestiqué il y a environ 15 000 ans. Et puis ce sont les éleveurs qui vont développer les outils statistiques permettant de prédire l'amélioration des performances de leurs animaux. Et c'est dans le domaine justement de la reproduction animale et de la reproduction et l'amélioration des plantes qu'on va développer des outils dans le domaine de la génétique quantitative. Et un des fils rouges de mon exposé, ça sera cette équation qu'on appelle l'équation des reproducteurs, que je représenterai ainsi de manière un petit peu schématique. Cette équation, elle permet de prédire la réponse évolutive, microévolutive d'un caractère entre deux générations, grand R. Et cette réponse évolutive, elle est prédite par l'héritabilité de ce caractère, c'est-à-dire la part de la variation du caractère entre les individus qui est due au gène, et par la force de la sélection qui s'opère sur ce caractère. Alors, dans le cas où le caractère est par exemple la production laitière d'un troupeau de vaches, eh bien la sélection, c'est la sélection artificielle qui est maîtrisée par les éleveurs, donc c'est assez facile à mesurer. Dans le cas où on se place dans des populations naturelles et on cherche à comprendre l'évolution in natura, c'est un peu plus difficile. On a la chance aujourd'hui, cependant, d'avoir accès à des jeux de données à long terme où on a marqué individuellement tous les individus d'une population ou de plusieurs populations. Alors j'illustre ici en fait ce genre de jeu de données avec des photos d'animaux qui sont suivis sur le long terme en France. Petit aparté parce que j'ai fait l'exploit aujourd'hui de vous faire un exposé sans parler de mésanges, mais la mésange bleue ici et la mésange charbonnière sont mes espèces modèles. Et vous avez ici une photo d'une mésange charbonnière avec une petite bague. Et ceci est vraiment clé pour avoir ce type d'approche. Le marquage individuel d'oiseaux nous permet d'estimer l'héritabilité de caractères qui sont importants pour l'adaptation dans ces populations et d'estimer la force de la sélection pour essayer de comprendre et peut-être de prédire la réponse évolutive. Alors, je vais finir cette introduction en mentionnant que si je vais parler aujourd'hui de microévolution comme les changements de fréquence allélique sous l'action essentiellement de la sélection naturelle, eh bien, ces changements génétiques à court terme, ils impliquent d'autres processus dont je ne parlerai pas, notamment la mutation, le flux génique, c'est-à-dire le mouvement d'individus avec des fonds génétiques différents, et la dérive ou les effets aléatoires sur les fréquences alléliques.
Alors maintenant que j'ai posé les bases fondamentales de ce qu'est la microévolution, je vais vous parler d'abord de macroévolution, avec l'exemple assez emblématique des pinsons de Darwin, de manière ensuite à glisser vers des exemples de microévolution. En troisième partie, je parlerai, je voudrais montrer comment les changements planétaires sont une opportunité d'observer l'évolution en action. Et plus particulièrement, je voudrais parler d'évolution en milieu urbain, avant de parler de nos défis d'avenir. Alors voici les îles Galapagos. C'est un archipel d'îles, 19 au total, qui se situe à 1000 km au large des côtes de l'équateur. Ces îles furent explorées en 1835 par Charles Darwin et il y observa une grande diversité d'organismes, dont de nombreuses espèces endémiques, des tortues, des iguanes, des insectes et des pinsons, et il s'est notamment intéressé à la forme du bec de ces pinsons sur les différentes îles. De ces observations, Charles Darwin va conclure que c'est l'isolement géographique des îles entre elles-mêmes et des îles avec le continent qui permet la formation d'espèces distinctes par la sélection naturelle. Inspiré par ces travaux de Darwin, David Lack va passer en 1947 5 mois sur les îles Galapagos et il va y répertorier très méticuleusement la morphologie des becs des ensembles d'espèces de pinsons sur ces îles, ainsi que leur régime alimentaire. Donc certains pinsons sont frugivores, d'autres insectivores, d'autres mangent des cactus, et puis il y a des granivores. Et il conclura que les différentes tailles des becs des pinsons de Darwin sont une adaptation à des régimes alimentaires différents. Ainsi, vous voyez que les granivores sont les pinsons qui ont des becs les plus larges et les plus costauds. C'est ce processus qui permet d'ailleurs à plusieurs espèces de cohabiter sur une même île puisqu'ils ont des régimes alimentaires différents. Donc ici, il s'agit d'élucider comment la sélection naturelle permet l'apparition d'espèces différentes à partir d'un ancêtre commun. À leur tour inspiré par les travaux de Darwin et de Lack, le couple Peter et Rosemary Grant va étudier les pinsons sur une île des Galapagos en particulier, Daphne Major, et sur cette île, ils vont initier en 1973 un jeu de données à long terme qui a duré 40 ans, puisqu'il s'est terminé récemment. Sur l'île, ils ont donc capturé et mesuré l'ensemble des pinsons qui occupaient l'île, et notamment de l'espèce Geospiz à bec moyen, ici sur la photo. Grâce à ce suivi à long terme, ils ont pu adopter la démarche que j'ai décrite en introduction, c'est-à-dire estimer l'héritabilité notamment de la taille des becs, puis d'autres caractères dont je ne parlerai pas, la sélection naturelle qui s'opère sur ces becs pour comprendre la réponse évolutive. Alors je vais décortiquer les différentes composantes de cette équation des reproducteurs chez les pinsons. En termes d'héritabilité, si l'on représente la taille du bec de certains individus en fonction de la taille du bec de leurs parents, on voit une très bonne corrélation. Ceci traduit une héritabilité élevée de 0,85. Ça veut dire que 85% de la variation entre les individus dans la taille du bec est due aux gènes qu'ils portent. En termes de sélection, le couple de Grant a eu la grande chance d'observer un événement de sélection majeur dans cette population de Geospiz sur l'île de Daphne Major. En 1977, il y a une très forte sécheresse qui a, comme vous le voyez sur les photos, complètement transformé le paysage de l'île. Et avec la sécheresse, les graines ont quasiment disparu et les seules graines qui ont persisté sur l'île étaient des graines très petites et très dures. Quelles conséquences cela a eu sur les pinsons ? Eh bien, on voit ici le nombre d'oiseaux, donc la distribution des oiseaux en fonction de la taille de leur bec, avec en blanc la génération des parents en 1976, en noir les individus qui ont survécu. Donc vous voyez qu'il y a eu un très fort déclin de la population, beaucoup d'oiseaux sont morts, et on a ici la moyenne des individus avant la sécheresse et la moyenne après la sécheresse pour l'épaisseur de bec. Il y a eu uniquement les individus qui avaient des très grands becs qui ont pu survivre parce qu'ils pouvaient manger ces graines très dures. Le trait étant héritable, on a à la génération suivante une distribution de l'épaisseur des becs qui s'est déplacée avec un bec beaucoup plus épais que la génération parentale. On a donc ici un événement climatique extrême en 1977 qui a induit une très forte sélection favorisant les individus à gros bec. Alors par la suite, eh bien, les Grant ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à étudier cette population et ce qui est intéressant, c'est qu'après cet événement de sécheresse, il y en a eu d'autres. On les appelle les événements La Niña. Et puis, il y a eu aussi des événements El Niño, comme celui-ci, où, à l'inverse, il y a beaucoup de pluie et donc, à nouveau, transformation du paysage de l'île. Et ce que vous voyez, c'est que si on représente
la taille du bec au fil du temps, eh bien, il y a des fluctuations qui correspondent grandement à ces événements extrêmes climatiques. Alors, récemment, en 2016, il y a une publication qui a élucidé le déterminisme génétique de ce trait. Alors, je parlerai très peu de la génomique aujourd'hui, je pense que l'exposé de Michel Raymond vous en parlera plus, mais ceci est un exemple absolument idéal où ils ont élucidé le déterminisme génétique et ils ont trouvé notamment un gène, HMGA2, qui détermine fortement la taille du bec. Vous voyez que les individus qui sont porteurs des allèles LL donc larges, ont des becs plus grands que les individus qui sont porteurs des allèles SS. Et la fréquence de ce gène varie au cours du temps en fonction des événements climatiques. Alors, ceci me donne une transition idéale pour parler des changements planétaires, puisque comme vous le savez, le changement climatique se traduit par un réchauffement climatique, mais aussi par un accroissement de la fréquence des événements extrêmes climatiques. Et on a vu ici qu'un événement extrême climatique peut avoir des conséquences directes sur l'évolution des espèces. Alors, vous savez tous ce que sont les changements planétaires, l'altération très rapide et drastique du milieu d'origine anthropique. Je vais lister certains éléments de ces changements planétaires: la destruction des milieux, la dynamique démographique humaine en explosion, la surexploitation des ressources, l'évolution des pratiques et des paysages agricoles, les pollutions, les invasions, le dérèglement climatique dont j'ai parlé brièvement précédemment, et puis l'urbanisation dont je voudrais parler un peu plus par la suite. Alors, lorsque les espèces et les populations sont confrontées à ces changements planétaires, elles ont deux modalités de réponse. Soit les populations s'adaptent, soit elles ne s'adaptent pas, et dans ces cas-là, elles déclinent et elles disparaissent. Donc, comprendre comment les organismes s'adaptent via une évolution rapide, c'est, je pense, non seulement un enjeu scientifique, mais c'est aussi une opportunité et une demande sociétale, une responsabilité que nous portons en tant qu'écologistes de l'évolution. Récemment, il y a eu une revue de la littérature qui a évalué comment ces différentes composantes des changements planétaires risquent d'affecter les populations, les communautés et les écosystèmes. Et il a été prédit que c'est en ville que la réponse évolutive sera le plus rapide et la plus forte du fait de l'interaction entre des changements biotiques et des changements abiotiques. Donc j'ai souhaité aujourd'hui vous donner un exemple de tels changements évolutifs observés en ville. Alors il s'agit d'une étude qui a été menée sur Crépix sancta, qui est une plante herbacée annuelle vivace, la crépide de Nîmes. C'est une espèce qui a une particularité, c'est qu'elle est hétérocarpe, c'est-à-dire qu'elle produit deux types de graines, des akènes dispersants, dont la vitesse de chute est assez lente et qui peuvent donc être portés par le vent loin de la plante mère, et des akènes non dispersants, avec une vitesse de chute rapide et qui vont donc généralement tomber au pied de la plante mère. La proportion des graines non dispersantes, elle varie entre 0 et 30% en fonction des populations naturelles. Et il a été démontré que cette proportion de graines non dispersantes est héritable. Donc c'est un caractère qui peut évoluer sous l'effet de la sélection naturelle. L'équipe de Pierre-Olivier Cheptou et ses collaborateurs à Montpellier a étudié cette plante dans deux types de milieux. Des populations rurales, des friches post-culturales, et puis des populations urbaines avec ces petits îlots de végétation dans la ville de Montpellier. Ils ont étudié un certain nombre de caractères, mais particulièrement la dispersion, puisqu'ils travaillaient sur l'hypothèse qu'on peut bien imaginer, en ville, les graines dispersantes seraient peut-être contre-sélectionnées, étant donné qu'elles risquent le plus souvent d'atterrir sur des zones qui sont non propices au développement de la plante. Alors, ces auteurs ont conduit ce qu'on appelle une expérience en jardin commun, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé des plantes et des graines dans des populations rurales et dans les populations urbaines, et ils les ont amenées pour les élever sur plusieurs générations en serre. Cet environnement commun permet ensuite de regarder les différences qui s'expriment lorsque l'environnement est absolument identique. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les populations urbaines fragmentées, entourées ici en rouge, ont dans l'ensemble un ratio significativement plus élevé d'acènes non dispersants, donc 15% d'acènes non dispersants par rapport aux populations rurales qui sont plutôt autour de 10%. Le jardin commun nous permet de conclure que c'est une adaptation génétique des traits de dispersion qui a eu lieu, puisque l'environnement dans cette expérience est maintenu constant, en tout cas identique entre les différentes plantes. Et puis par des modèles, ces auteurs ont aussi pu démontrer que cette évolution de la dispersion peut prendre entre 5 et 12 générations.
Donc on a ici à nouveau un très joli exemple d'évolution qui, suite à la sélection nouvelle créée par l'environnement urbain, va faire évoluer un certain nombre de caractères de manière assez rapide. Alors cet exemple d'évolution urbaine, à la fin des années 2000, c'était à peu près le premier exemple de cas d'études d'évolution en action dans les villes. Mais finalement, depuis, les études ont foisonné, comme le montre cette figure qui illustre, en fait, qui illustre un article de revue publié à la fin de l'année 2017 par Johnson et Jason Munchie-South. Et cette très belle figure montre l'ensemble des études qui se sont intéressées à l'évolution en action en ville. Alors vous avez chaque point qui représente une ville d'au moins 300 000 habitants. En bleu, les espèces commensales à l'homme. Et les silhouettes noires représentent chacune un exemple d'étude d'évolution dans ce milieu urbain. On retrouve ici notre exemple de Crepis sancta avec la datation des traits de dispersion. De mon point de vue, ce foisonnement d'études n'en est qu'à ses débuts, et j'espère que ce sera une longue série. Et je pense qu'on a vécu en 2017 probablement l'émergence de ce qui pourrait être une nouvelle discipline, c'est-à-dire l'étude de l'évolution en ville, qui va s'appuyer sur les connaissances longtemps accumulées en écologie urbaine pour faire de la ville un laboratoire d'évolution. Alors, quels sont nos défis d'avenir ? Eh bien, je ne peux pas tous vous les présenter, mais je voudrais revenir sur mon fil rouge, cette équation des reproducteurs, pour vous dire que si elle a très bien marché dans le cas de la domestication, l'amélioration des plantes et des animaux, finalement, lorsqu'on l'adapte, lorsqu'on l'applique à des populations naturelles, eh bien, on trouve très souvent des traits qui sont héritables et qui sont fortement sélectionnés, mais qui ne semblent pas évoluer. Donc, de mon point de vue, un des défis principaux qu'on a dans l'avenir, c'est d'améliorer ce pouvoir prédictif de la génétique quantitative et de manière générale de nos modèles en population naturelle. Alors, comment améliorer ce pouvoir prédictif ? Comme je l'ai dit, il y a quand même la révolution génomique qui va certainement grandement nous aider en nous apportant des outils qui permettent de prédire l'évolution. Par exemple, en virologie, une des ambitions, c'est de prédire l'évolution de virus tels que le chikungunya en devinant les mutations qui vont arriver l'année suivante. On va devoir également complexifier nos modèles en intégrant des interactions entre traits, donc ne pas étudier un seul caractère, mais plusieurs caractères à la fois, entre espèces, mais aussi entre facteurs environnementaux, par exemple les effets cumulatifs du réchauffement climatique et de la bétonisation. Et puis, intégrer le fait que la sélection varie dans le temps et dans l'espace. C'est un des éléments essentiels de notre équation des reproducteurs, mais la sélection n'est souvent pas unique, elle peut varier au cours du temps, et ceci, bien sûr, entraîne une complexification des modèles. Et enfin, pour finir, intégrer les processus démographiques, puisqu'il est très important de comprendre comment ces réponses évolutives, quelles conséquences vont-elles avoir sur la démographie des espèces et intégrer des populations, intégrer en particulier les aspects stochastiques. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je voulais vous remercier pour votre attention et remercier mon employeur, le CNRS, mon laboratoire, le CEF, et puis mes sources de financement. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Oui, Jean-François Bach, ici à droite. Oui, c'est particulièrement intéressant de s'intéresser aux évolutions rapides, comme vous le faites. Je voudrais citer chez l'homme une situation que tout le monde connaît. Je me suis intéressé personnellement et je dois dire que j'ai été un peu déçu de l'absence, enfin des explications, plutôt de l'absence d'application. C'est l'augmentation de la taille depuis 1 à 2 générations dans de très nombreux pays. Pour ne pas dire tous, mais en tout cas beaucoup. Alors, ce qui est quand même singulier, c'est qu'on voit les générations, depuis 2 générations, bon, ici, parfois jusqu'à 5 à 10 cm de plus. On dit c'est l'alimentation, ça ne colle pas à beaucoup d'égards, il y a d'autres facteurs. Donc on ne connaît pas bien la cause. Moi, je propose l'hypothèse que les infections, la diminution des infections est un des facteurs, mais pas forcément un des seuls. Et puis alors, du point de vue génétique, c'est terrible, parce que quand on regarde, on étudie les gènes qui commandent la taille, on sait bien que c'est héréditaire, on sait bien que 2 parents très grands ont plus de chances d'avoir un enfant grand qu'un petit, et réciproquement. Eh bien, c'est une déception encore plus grande. On n'arrive pas à identifier les gènes qui commandent la taille. La missing héritabilité, inhéritabilité comme on l'appelle, on sait que les gènes classiques n'expliquent que 10% d'héritabilité de la taille. Alors, tout ça pour dire que le problème que vous abordez est passionnant.
Mais les difficultés sont immenses et plus compliquées même qu'on aurait pu le penser au départ. Je voudrais avoir vos commentaires sur ces observations. Merci pour ce commentaire. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'évolution humaine, donc peut-être que Michel Raymond pourra répondre différemment tout à l'heure. Ce que je sais, c'est que la taille chez l'homme, elle est effectivement héritable de l'ordre de 0,35, c'est-à-dire qu'il y a 35% de la variation due au gène, donc ça laisse quand même beaucoup de place à l'environnement. Et je pense que dans l'observation d'une augmentation de la taille chez l'homme, il y a quand même un fort rôle joué par l'environnement, c'est-à-dire la plasticité, le fait que, effectivement, les progrès de la médecine et de la nutrition font qu'on est de plus en plus grand, sans forcément qu'il y ait de changements génétiques très forts. Ensuite, pour ce qui est de n'avoir pas trouvé les gènes déterminant la taille, j'avoue que je ne connais pas la littérature très bien sur ce sujet, mais je pense que typiquement, la taille, c'est un trait qui est quantitatif et qui est déterminé par un très grand nombre de gènes. Et je dirais que le genre de cas d'études où on trouve un ou deux gènes fortement déterminant un caractère, comme je l'ai montré chez le bec des pinsons, c'est plutôt ça la grosse surprise en fait. D'arriver à trouver un ou deux gènes déterminant un caractère, c'est pas la norme. Et généralement, à chaque fois qu'on cherche le déterminisme génétique à travers les nouvelles approches de génomique, de séquençage au haut débit, ce qu'on trouve, c'est que ces caractères quantitatifs, ils sont déterminés par des très grands nombres de gènes à tout petit effet. Donc moi, ça ne me surprend pas fortement qu'on n'ait pas trouvé de gènes emblématiques qui représentent, qui déterminent la taille chez l'homme. Une question de ce côté-ci. Présentez-vous. On m'entend, non? Non. Il faut parler plus près, comme ça? Il est allumé, il faut juste parler fort. Parlez. Très bien. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur deux ambassadeurs de l'évolution rapide et actuelle. Je cite le Paisley, dit gros lard chez les Canadiens. Vous voyez de quoi il est question? Non, un ours qui va remplacer l'ours blanc en se mixant, si j'ose dire, avec les autres ours Kodiak et autres. Hein. Donc une nouvelle espèce est en train d'apparaître. Et puis aussi, surtout, sur le Coy Wolf, qui est un chien, loup, coyote nord-américain. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cela? Parce que ce sont, je crois, de bons ambassadeurs d'une évolution rapide et actuelle. Oui, alors vous en connaissez peut-être plus long que moi sur le... J'ai lu des revues scientifiques, c'est tout. D'accord. J'ai pas d'opinion particulière. Oui, je suis pas assez proche. Ok. Merci. C'est effectivement de bons ambassadeurs, comme vous dites, parce que ce sont des espèces qui parlent au grand public. Après, je pense que dans la littérature, on a pas mal d'autres exemples d'évolution rapide. Ces histoires d'hybridation sont souvent frappantes, mais je ne sais pas si elles sont si surprenantes que ça. C'est emblématique pour deux raisons, en fait. C'est que d'abord, ça permet de comprendre comment de nouvelles espèces sont créées, mais ça permet aussi de comprendre comment un changement d'environnement va entraîner la rencontre entre deux espèces qui n'étaient pas forcément sur les mêmes niches écologiques précédemment. Donc, dans le cas du grizzly, du brizzly, ça, brown Paisley. D'accord. C'est typiquement ça qui se passe. Voilà, je ne sais pas si j'ai plus à dire sur la question. Jean-Claude Duplessis, ici à droite. Oui, je voudrais vous demander, nous, lorsque nous regardons l'évolution par les sédiments marins récents, pas très vieux, on constate deux choses. D'une part, il y a des espèces qui apparaissent et disparaissent très rapidement, au point que les pétroliers les utilisent comme des marqueurs stratigraphiques parce qu'elles ont vécu 50 000 ans ou 100 000 ans. Et puis, d'autre part, il y a d'autres espèces animales, toujours genre foraminifères, c'est-à-dire des animaux assez primitifs, qui disparaissent extraordinairement vite, alors que lorsque l'on reconstitue l'environnement avec évidemment les moyens limités dont nous disposons, on ne voit rien d'extraordinaire. Alors, est-ce que vous avez des idées de ce qui sera le mécanisme qui peut produire des évolutions aussi rapides avec disparition d'une espèce? Je vous remercie pour cette question fondamentale. J'ai des idées, bien sûr, avec le spectre microévolutif que je vous ai présenté aujourd'hui. Je pense que ce qui serait intéressant chez ces espèces, c'est d'arriver à évaluer ce qu'on appelle le potentiel adaptatif et qui est notoirement difficile à évaluer, c'est-à-dire le potentiel d'adaptation pour des traits, pour des caractères qui vont être très importants pour l'adaptation.
Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement justement dans le cadre des changements climatiques, par exemple, essayer de comprendre, lorsque l'environnement change très vite, est-ce que certaines espèces vont pouvoir s'adapter mieux que d'autres et pourquoi ? Dans le cas de ces espèces qui sont déjà disparues, c'est difficile, mais dans le cas d'espèces qui sont encore présentes, il est possible d'estimer l'héritabilité notamment des caractères les plus importants pour l'adaptation et de prédire que certaines espèces qui ont une héritabilité très faible risquent un déclin beaucoup plus rapide que d'autres espèces. Donc je pense que c'est ce genre de choses qui peuvent jouer. Malheureusement, pour tout ce qui est des observations passées, il est, je pense, quasiment impossible d'évaluer le potentiel évolutif, à moins que la génomique nous apporte ce genre de réponse dans le futur. Une dernière question de ce côté-ci. Oui, allez-y. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Mireille Daudet. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la manière dont vous allez distinguer, quand vous faites vos études, ce qui relève d'une plasticité et ce qui relève d'une évolution? Oui, je pourrais vous éclairer, parce que c'est exactement mon travail, en fait. Donc, le but, pour répondre très rapidement, pour distinguer la plasticité de l'évolution, une des possibilités, c'est de suivre, alors je vais parler d'oiseaux, je vais parler de mésanges bleus, de suivre ces oiseaux d'une année sur l'autre et d'arriver à mesurer les caractères d'une année sur l'autre pour mesurer la plasticité. La plasticité, c'est la capacité d'un individu à répondre à l'environnement. Et en même temps de suivre la population sur un grand nombre d'années pour arriver à avoir l'approche que je vous ai montrée ici. À ce moment-là, si on observe un changement de caractère, par exemple le fait que les oiseaux se reproduisent de plus en plus tôt, eh bien on va regarder si la rapidité de ce changement, elle coïncide dans des modèles statistiques plutôt avec une réponse individuelle, chaque oiseau arrive à pondre plus tôt lorsque le printemps est chaud, ou est-ce qu'elle coïncide plutôt avec une évolution du caractère sur la base de l'estimation de l'héritabilité et de la sélection. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup.